les podcasts de la 46e édition de Cinéma du réel. Dans le cadre de la rétrospective consacrée à Claudia von Allmann, une table ronde animée par Alice Leroy, l'expérience politique des femmes cinéastes. Bonjour à tous, bon après-midi. Bienvenue à cette séance de rencontre. Alors, je dois avouer qu'on a mis vraiment du temps à savoir comment on allait appeler cette séance. C'est devenu l'expérience politique des femmes cinéastes. C'est une idée qui a germé dans nos têtes avec à la fois Christian Borghino et Alice Leroy au fur et à mesure des films qu'on savait qu'on allait montrer. Bien évidemment, la rétrospective des films de Claudia von Allmann, mais aussi le fait qu'on va montrer demain Juliette du côté des hommes, qui est le premier long métrage de Claudine Bory, et puis aussi les films qu'on a montrés tout au long de la semaine, les films de la compétition, Rémanence, Silence of Reason, les films qu'on a eus hier soir en Kunjana, qui est là dans la salle, me fait coucou, qu'on a eu hier pour la séance Front Populaire et qui en plus faisait suite à la journée du Festival Parler consacré au commun. Mais comme l'a dit Silvia Federici hier si bien, le combat contre le patriarcat, le combat contre le colonialisme et le combat contre le capitalisme, c'est finalement le même combat. Alors, cette rencontre, je vais laisser Alice Leroy présenter les différentes cinéastes qui seront là autour de la table. Évidemment, on a essayé on a eu envie de faire se rencontrer des cinéastes à la fois de générations différentes, mais aussi qui venaient de pays différents, parce qu'évidemment, être une femme féministe en Allemagne, c'est pas la même chose aux États-Unis et en France. Et on a eu envie de leur donner un moment pour se raconter, nous raconter et parler ensemble de leur parcours et de leur expérience, mais aussi de leur pensée. Alice, si tu veux venir me rejoindre et commencer cette rencontre. Merci beaucoup. Peut-être on peut toutes s'installer, non ? Donc Claudine, Claudia, Claire, Déborah et Marie, si vous voulez bien vous... Alors, bonsoir à toutes et tous. On va démarrer. On a 2 heures. Vous êtes 5 cinéastes et comme le disait Catherine à l'instant, vos parcours et vos films sont si différents que je ne vais pas tenter cet exercice hautement périlleux d'essayer de rassembler tous vos films. Et je pense qu'en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est plutôt leurs différences que leurs points communs. Mais je vais commencer peut-être, puisqu'on n'aura pas le temps de visionner des extraits de films. Ça n'aurait pas de sens, d'abord, étant donné le format de cette table ronde et sa durée, mais aussi parce que ces films sont présentés en intégralité au festival, et c'est quand même le meilleur moyen de les découvrir en salle et en intégralité plutôt qu'à travers un fragment. Mais je vais quand même prendre le temps de vous présenter chacune, parce que... c'est aussi pour un petit peu resituer vos parcours et prendre le temps de dire un petit peu qui vous êtes, ou en tout cas comment moi je vous connais. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Et je précise aussi que j'aimerais bien que cette discussion soit aussi d'emblée ouverte au public. Donc vous serez évidemment invités à prendre part au débat quand vous le souhaitez. On n'attendra peut-être pas nécessairement la fin de la séance. Donc, je commence par Claudia, qui est juste à côté de moi. Claudia von Allmann, alors dont je suis très très heureuse personnellement que le Réel ait pris l'initiative d'organiser cette grande rétrospective de votre travail, parce que je trouve qu'il était grand temps de présenter cette œuvre, même si elle n'est pas présentée ici en intégralité, mais
Il était temps. En fait, votre parcours est difficile à résumer parce que vous êtes de toutes les luttes et sur tous les fronts. Vous êtes à Paris en 68 pour tourner un film intitulé Das ist nur der Anfang. Et puis, peut-être lassé par la misogynie des milieux d'extrême gauche et leur incapacité à étendre leurs revendications révolutionnaires au rôle sexuel, vous rejoignez le mouvement féministe et organisez le premier séminaire du film de femmes avec Elke Sander à Berlin en 73. Et au cours des années 70, vous tournez un grand nombre de documentaires sur des mouvements de libération et le rôle qu'y tiennent les femmes. Vous filmez Kathleen et Eldridge Cleaver des Black Panthers à Alger. Vous filmez les ouvrières dans les usines allemandes dans un film qui dénonce leur double asservissement, à la fois économique et patriarcal. Vous assistez au premier congrès anti-impérialiste des femmes au Canada. Bref, voilà, toutes ces questions reviennent différemment dans votre premier film de fiction, qui est un chef-d'œuvre, Le Voyage à Lyon, en 81, qui montre le cheminement d'une jeune historienne qui part sur les traces de Flora Tristan, écrivaine pionnière du féminisme à Lyon. Et voilà, je pense que ça ne résume pas du tout votre parcours, mais ça donne un petit peu une idée. Et donc tous vos films, enfin en tout cas non, plutôt une partie de vos films, sont présentés cette semaine au festival. Et je pense qu'un grand nombre de personnes dans la salle ont eu le bonheur de les découvrir. Claudine Boris, vous avez un parcours assez singulier parce que vous venez d'abord du théâtre. Vous avez été comédienne, notamment sous la direction de Jean Vilar et d'Armand Gatti. Vous avez été très liée au théâtre de la Commune à Aubervilliers, où vous avez d'ailleurs participé, je crois, à la création du studio d'Aubervilliers, une des premières salles d'art et d'essai en banlieue, en 1975. Et c'est aussi à cette époque que vous réalisez votre premier film, Femmes d'Aubervilliers, et dans lequel je trouve on retrouve beaucoup cette influence du théâtre, parce que dans votre façon d'aller à la rencontre des femmes, non pas d'ailleurs dans l'espace intime de la maison, mais dans la rue, dans cet espace public, vous les filmez comme sur une scène et vous cherchez dans ces visages tout ce qui appartient à une sorte de mise en scène de soi dans des espaces quotidiens qui deviennent des petits théâtres de la vie quotidienne. Et c'est une chose que vous allez aussi déployer de manière magnifique dans Juliette du côté des hommes, qui est d'ailleurs Grand Prix du cinéma du réel en 1981. Un film qui, cette fois, interroge plutôt les masculinités, avec à la fois beaucoup de pudeur, mais aussi une très grande intelligence de la mise en scène, notamment dans le choix des lieux où vous rencontrez ces hommes et dans les cadres à travers lesquels vous les filmez. Et en fait, c'est un film qui fait écho, je trouve, de manière extraordinaire avec Vers la tendresse d'Alice Diop aujourd'hui, et qui montre cette manière à la fois douce et résolue de faire entendre ces expériences de la masculinité depuis une perspective féministe, et tout ça pose des enjeux qui sont éminemment actuels aujourd'hui. Le film est projeté ici demain soir, et je vous invite toutes et tous à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Ensuite, vous allez réaliser plein d'autres films, aller vers la fiction avec notamment Paul Vecchiali qui va produire vos films, et puis vous allez participer à la fondation de la CID, d'ADOC, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et vous réalisez depuis 1995 tous vos films avec Patrice Chagnard. Et on avait eu l'occasion d'ailleurs de se rencontrer une première fois il y a 5 ans, ici, à la première édition du festival Parler. Marie, du coup je saute à l'autre bout de la table. Marie Beautois, vous êtes réalisatrice et monteuse. Vous avez d'ailleurs monté un des films qui est présenté ici hors compétition, qui est L'Homme Vertige de Mallory Eloi, qui était aussi en compétition à Berlin. Et vous êtes passé par l'école documentaire de l'USAS, après quoi vous avez rejoint notamment différents laboratoires de cinéma argentique, donc l'Abominable et l'Etna. Et au sein de l'Etna, vous avez rejoint un collectif féministe non mixte qui s'appelle La Poudrière, et qui a été, je crois, un collectif clé dans la réalisation pas de votre premier film, parce qu'avant ça, il y avait eu Slow Ahead en 2015, mais d'un court-métrage qui s'appelle Le Passage du Col, en 2022, un film dans lequel vous mettez en scène la pose d'un stérilet sur votre propre corps. Donc vous êtes à la fois réalisatrice et actrice de ce film qui revisite à plus d'un titre tout l'héritage militant des films féministes des années 70, par exemple Y'a qu'à pas baiser de Carole Roussopoulos, et avec cette
cette importance, avec ce souci de la pédagogie et de la transmission des savoirs entre les femmes, qui sont aussi une manière de reprendre le pouvoir sur nos corps. Voilà. Claire, à côté de vous. Alors Claire, moi je vous ai connue à partir en fait de votre dernier film, mais avant ça vous avez un parcours, j'allais dire presque classique, issu d'une grande école de cinéma, avec un premier film qui est sélectionné à la quinzaine des réalisateurs, qui s'appelle alors la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, Les Lionceaux en 2002, et puis ensuite vous avez réalisé un grand nombre de courts et moyens métrages qui sont sélectionnés dans des grands festivals. Et puis, il y a une expérience sur laquelle on reviendra qui est fondamentale pour vous, c'est la façon dont votre caméra vous a appris, aidé à regarder le monde autrement, c'est-à-dire peut-être aussi à le regarder à travers les yeux de votre fille, qui est atteinte d'une forme d'autisme, et avec laquelle vous n'avez jamais cessé de tourner. Et votre fille, d'une certaine manière, elle est présente dans tous vos films, mais elle est au moins là dans 2 d'entre eux. En 2012, un film qui fait un grand voyage avec elle jusqu'à la Mongolie. Et puis en 2022, je crois, Pénélope, mon amour, un film qui retraverse 20 ans d'archives personnelles de vos films, de ces moments que vous filmez, à la fois pour entrer dans une proximité avec elle, et puis peut-être aussi pour vous protéger de la violence du monde et de l'imposition des assignations de normes. Et c'est un film qui, moi, m'avait bouleversée, donc je suis heureuse qu'on ait l'occasion d'en parler aussi ce soir. Et enfin, Déborah, qui est la seule anglophone de cette soirée, alors peut-être d'ailleurs que je vais parler moins vite. Et Déborah, alors... J'aime bien me dire que votre tout premier film était consacré à Faraday et que, en fait, c'était un essai expérimental qui explorait les intuitions et les expérimentations scientifiques de Faraday. Et j'aime bien imaginer que vous-même, vous êtes une sorte de Faraday du cinéma expérimental dans votre manière d'appréhender vos outils, ces caméras 16 mm ou la vidéo comme des outils quasi scientifiques pour, en quelque sorte, réinventer et explorer tous les moyens du cinéma. Et votre œuvre compte une trentaine de films, mais vous travaillez aussi bien le film d'installation que la sculpture ou d'autres dispositifs. Et c'est cette richesse-là qui fait, je crois, le bonheur de votre travail, qui sera présenté à l'occasion d'une rétrospective, je crois que c'est la première en France, au Jeu de Paume, la semaine prochaine. Ça commence donc le 2 avril et jusqu'au 7 avril, on pourra découvrir non pas tous vos films, mais une partie d'entre eux dans des séances que vous présenterez. Donc je suis très heureuse et je préviens aussi, si vous n'êtes pas déjà au courant, que ce soir, après cette séance, on projette 3 films ou 2. Non, on projette 2 de vos films, plus un film que vous avez choisi. Et ce sera l'occasion notamment de découvrir Otherhood, votre dernier film, qui est traversé par la parole de 3 poétesses, Audre Lorde, Adrienne Rich et Lucille Clifton, dont peut-être on dira un mot tout à l'heure. Et puis un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Wever, et qui fait dialoguer le cinéma de Barbara Hammer avec celui de Maya Deren, et puis aussi avec votre cinéma. Voilà. Merci beaucoup à toutes les 5. Et peut-être pour démarrer, après cette longue présentation, dont je m'excuse, mais ça permettait de savoir qui vous êtes, une première question, peut-être par rapport justement au début de votre parcours, parce que vous avez toutes eu des formations, ou bien par des écoles, ou bien dans des lieux où vous avez été formés. Et j'avais envie de démarrer par une question pour vous toutes, c'est-à-dire est-ce que votre désir de cinéma, il s'est construit contre ce qui vous avait été appris à l'école ou dans d'autres lieux de formation, ou bien est-ce que ce désir de faire des films, il est venu prolonger un geste d'émancipation qui a pu vous être transmis par des figures importantes pour vous à l'école ou bien dans d'autres espaces. Alors qui se lance ?
Ça marche. D'accord. Moi, c'est donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, le théâtre qui a été ma première passion. Et je pense que j'ai choisi le théâtre parce que je détestais, mais vraiment, je détestais l'école. Je détestais l'école, je détestais le lycée. J'étais en classe de 4e, je crois, quand j'ai décidé de passer à autre chose. Grâce à une rencontre, parce que je crois que très souvent, c'est des rencontres, enfin, qui nous amènent à faire des choix. Et cette rencontre, c'était avec ma professeure de français, qui était une femme absolument géniale, qui était pour nous un modèle parce qu'elle arrivait des États-Unis. Il faut vous imaginer ce que c'était que les lycées de filles à mon époque. On n'avait pas le droit de porter des bas, on n'avait pas le droit de porter des collants. Il fallait venir en soquette. Il n'y avait que des filles. Il n'y avait pas le droit d'avoir un garçon qui venait vous accompagner à la porte. Enfin, c'était très, très, très particulier. Et cette femme, elle était très jeune. Elle arrivait des États-Unis, elle n'avait pas de collant, elle n'avait rien, mais elle avait les jambes teintes, avec, à l'époque, ça s'appelait du tan-au-tan. Elle avait des robes en jersey moulante. Elle était absolument extraordinaire, on était toutes amoureuses d'elle. Et c'est elle qui m'a dit un jour, mais Claudine, votre truc, c'est la poésie et le théâtre. Elle est venue voir mes parents, qui étaient des ouvriers, enfin, qui étaient vraiment complètement en dehors de ce coup-là. Elle les a convaincus de me laisser aller dans un cours de théâtre, et c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, le théâtre, c'est arrivé comme ça. Le cinéma, c'était déjà là. Parce qu'en fait, j'ai toujours été complètement folle de cinéma. Et je dois dire que, de même que le théâtre, le cinéma m'a sauvé la vie, c'est-à-dire m'a sauvé d'une vie plan-plan dont je ne voulais absolument pas. Il n'était pas question d'aller travailler à l'usine, ni encore moins dans un bureau. Donc voilà, le cinéma, ça a été vraiment dans la foulée du théâtre, sans aucune école. Voilà, ça s'est fait comme ça. À toi. Alors, je détestais encore plus l'école. Et j'ai détesté tellement l'école quand est sortie à bout de souffle, ma meilleure copine et moi, on s'est fait couper les cheveux aussi courts que Jean Seberg. Et on était presque jetés de l'école parce que c'était une école, bien sûr, seulement de filles. La coéducation n'existait pas dans les villes catholiques. Et je n'étais pas catholique, j'étais protestante, mais c'était une école très, très catholique. On n'avait même pas le droit de porter des pantalons. Alors, et à l'histoire, dans les leçons de l'histoire, on était resté avec Bismarck. Et c'était quand même pas beaucoup. Rester avec Bismarck et ne savoir rien sur la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et alors... Pour choquer tout le monde, on avait fait couper les cheveux si courts que Jean Seberg. Et on l'adorait, c'était notre idole. C'était notre idole, pas Jean-Paul Belmondo, mais Jean Seberg. Et alors, dans cette école, dans ce lycée, il fallait avoir des cheveux pas très longs, mais aussi quand même jusqu'à ici. Et en même temps, à Cologne, comme j'ai déjà dit plusieurs fois ici, j'espère que je ne me répète pas, ma meilleure influence, c'était la musique et la mime. J'ai appris à être mime dans le style Marcel Marceau, alors très classique. Et on était un groupe de mimes qui s'entraînait au mime style Marcel Marceau, parce que notre prof de mime avait appris avec lui. Et alors, j'ai écouté la musique de John Cage, qui venait très souvent à Cologne. Toute la scène de musique était extrêmement avant-garde, parce qu'il y avait le studio pour musique électronique à Cologne, qui était légendaire, et où il y avait Karl-Heinz Stockhausen, György Ligeti, Maurice Okagel, en fait, tous ces compositeurs. Et ça m'a influencé énormément. Il n'y avait pas une seule compositrice femme, mais c'était comme ça. Alors, j'ai écrit un article dans le journal de l'école sur John Cage. Et là, encore une fois, j'étais de l'école, parce que sur une telle nonsense, on ne pouvait pas prendre ça au sérieux. Alors, ça m'a beaucoup formé, le principe aléatoire, aussi le mouvement fluxus, enfin, tout ce qui était en dehors de la tradition
classiques de Schiller et Goethe et Bismarck. Ça m'a beaucoup influencé. Mais j'ai quand même commencé à étudier à l'Université libre de Berlin-Ouest la sociologie et l'histoire de l'art, mais la sociologie m'a noué profondément et je voulais faire quelque chose avec mes mains. Je voulais faire une chose qui avait à voir avec le théâtre, avec les acteurs, les actrices, la musique, le montage. Et c'est ça qui m'a intéressé. Je voulais absolument faire plus que travailler avec la tête en devenir un bon sociologue traditionnel. C'était ce chemin-là. Okay. I'm going to have to talk in English because it's the only thing I can speak. So I thankfully didn't have to go to a strict Catholic school or even an all-girls school. I think in large part because my mother had, and she forbade me from having to go to any sort of school whose doctrine was organized religion or from a very patriarchal position. So she insisted I go to public school. I would say my earliest influences were not cinematic, but I was and remain a huge reader. I was massively influenced by it was a public television station in Chicago that ran for a number of years, which is where I grew up, called Image Union. Because like many people who don't live in a big city, the only way you would have access to less traditional forms of film is either through your school or, if you're older, through going and finding it. But when you're a young person, you don't know. So this TV show opened up a world for me about different structures of storytelling. I've also always been very deeply influenced by music and sound. And I think when I had gone to school for the sciences and pivoted at some point because I felt constrained by the way it seemed that physics or chemistry or any of the sciences sort of scripted the way you should collect data and be curious. And so art, for me, opened up another door of questioning the world, and hopefully one that was more political. So music and sound was a big part of that. And the reason I think I fell in love with cinema, or I know, was because it seemed to me a way to combine physics in a way, because of optics, time, sculpting in time, as well as history and something political, and sound. So it felt like a revelation. Oh, I can address all those things through film. But I think my biggest film teacher really was, for many years, I was a projectionist when I was a young woman. And as a student, I saw very few women directors. I could probably count on one hand when I was a young student, in undergraduate and even early graduate school. But as a projectionist, the world of films made by women was opened up to me. So really those many years as a projectionist was maybe my biggest school. Yeah. Moi, je crois que mon désir de cinéma, il est venu par le fait que dans ma famille, c'était considéré comme quelque chose de vraiment inutile et pas intéressant. Et j'ai un souvenir de ma grand-mère, j'étais assez petite, et mon oncle était revenu des puces avec un vidéoprojecteur Super 8 et des bobines Super 8 de Chaplin. Et il essayait de faire marcher le truc, c'est pas évident à enclencher. Et puis, et en fait, dans le même temps, mon grand-père ébouillantait les chenilles des pins, parce que les arbres étaient malades, et les chenilles descendaient le long des troncs et sur le sol, et il était avec une bouilloire et il voulait que je l'aide à ébouillanter les chenilles. Et c'était un truc complètement sadique, que j'ai trouvé très cruel. Et dans le même temps, mon oncle essayait de faire marcher ce projecteur.
Et moi, je voulais aller... du coup, j'allais dans le salon essayer de voir Chaplin, et c'était toujours la fin du film. Il arrivait toujours à enclencher juste la fin du film. Et ma grand-mère, elle arrivait dans le salon et elle disait mais qu'est-ce que vous faites? Ça sert à rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je te fiche alors, ou des choses comme ça. Et voilà, donc c'était vraiment associé à l'inutilité. Et ensuite, je crois à l'interdit aussi, parce que mes parents ne m'autorisaient pas à aller au cinéma. Et donc, mon père était hyper sévère. Et donc, ma mère essayait de compenser ça en nous amenant avec ma sœur au cinéma. Mais du coup, elle ne choisissait pas les films et on se retrouvait à avoir des films hyper violents qui parlaient de prostitution et voilà. Et je me souviens que dans la salle, on avait vu un film qui s'appelait La Balance avec Nathalie Baye et Lyotard sur la prostitution, un truc hyper violent. Et les gens se retournaient en disant « mais c'est inadmissible que ces enfants soient là ». Et voilà. Et après j'ai fait une école de cinéma et... Bref. Et je crois que il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, c'est Sylvette Baudreau, qui était une script, la script de Hitchcock. Et je crois qu'on faisait des exercices, et le premier exercice, on devait faire un petit film. Et moi, j'avais pris des accessoires, des verres grands et tout, parce que je sais pas, j'étais marquée par le burlesque, et je m'étais fait complètement casser par les profs, parce qu'il y avait quand même quelque chose qui devait aller à l'endroit du réalisme. Et la seule personne, en fait, qui a pris la parole et qui a dit non, mais en fait, on a le droit d'avoir des verres trop grands. Et donc, cette parole-là, elle est restée hyper importante. Et puis, c'était aussi... finalement, j'étais la seule fille étudiante parmi les étudiantes en réalisation. Et elle aussi, c'était la seule femme à ce moment-là. Et je sais pas, il y a eu une rencontre autour de ça. Wait, can I ask, why was he boiling caterpillars? To kill them. Okay. Okay. Moi, c'est pas aussi romanesque que ça. Moi, à l'inverse de Claudia et Claudine, j'étais plutôt une bonne élève très studieuse. Et j'avais pas vu À bout de souffle quand j'avais 15 ans, mais je m'étais aussi rasé la tête. Voilà, j'ai découvert plus tard. Et moi, le cinéma, c'est d'abord le désir d'aller voir des films, parce que j'ai grandi plutôt dans des banlieues pavillonnaires où il n'y avait pas de cinéma. Et du coup, quand j'ai eu 18 ans, quand j'ai quitté chez ma mère, je suis allée en internat en centre-ville. Et là, je pouvais aller au cinéma. Et c'était vraiment un émerveillement, quoi, de découvrir ces formes que je ne voyais pas chez moi. Et pareil, j'allais au cinéma de temps en temps avec mes parents, mais toujours voir des films d'action que je détestais. Du coup, en fait, j'aimais pas trop le cinéma avant. Et j'ai commencé à aimer plutôt vers 18-20 ans. Et ensuite, j'ai fait des études de lettres, donc c'est plutôt la littérature qui m'a inspirée. Et notamment, j'adorais le commentaire de texte, en fait, décrypter comment les figures de style, comment un texte était écrit. Et je pense que ça a peut-être joué, en fait, sur le fait que je suis devenue monteuse plus tard aussi. Ce plaisir à comprendre comment une œuvre est fabriquée et comment se fabrique l'émotion. Voilà. Et du coup, après mes études de lettres, à un moment donné, je voyais pas de perspective en fait à l'université. J'étais assez passionnée, mais je trouvais que dans les colloques où se partageaient des choses passionnantes, c'était toujours un peu les mêmes têtes et des petits groupes de personnes, en fait, une vingtaine de personnes à chaque fois. Et je crois que j'ai eu envie aussi d'aller vers une forme où il est possible de s'adresser à un plus grand nombre, en fait, de faire sortir la pensée des lieux clos de l'université. Et voilà, j'ai eu une discussion avec ma mère aussi qui m'a dit il faut... je te vois pas trop, en fait, intellectuelle, je pense que tu dois faire des choses avec tes mains. Et voilà, comme je ne savais pas dessiner, pas peindre, je n'étais pas très bonne en musique non plus, je me suis dit que la caméra, ça pouvait être mon outil, quoi. Voilà.
Et peut-être pour rebondir sur une chose que disait Déborah un peu tout à l'heure, là, Déborah disait, en fait, jusqu'à ce que je devienne projectionniste, on ne m'avait pas montré beaucoup de films de femmes. Je n'avais pas conscience qu'il y avait autant de femmes dans l'histoire du cinéma. Or, il y en a, et pas seulement à la fin du XXe siècle. En fait, il y en a depuis le début. Simplement, elles ne sont peut-être pas dans une histoire du cinéma qui serait centrée uniquement sur le long métrage, de fiction, narratif, etc. Et vous, par exemple, vous êtes toute la preuve que le cinéma n'est pas seulement un certain genre de cinéma narratif, fictionnel, de long métrage. Donc j'avais envie peut-être de vous demander deux choses. La première, c'est comment vous avez découvert aussi une histoire du cinéma plus riche, plus à la fois plus féminine, mais surtout plus féministe, qui repensait aussi la représentation et l'histoire des femmes. Et puis aussi, est-ce que pour vous, pour trouver votre place dans cette histoire, il a fallu aller vers des formes plus marginales, peut-être celle du documentaire, celle de l'essai, voilà, celle de toutes ces formes moins commerciales et plus marginales, mais aussi plus libres du cinéma. I could start with a quote that I think is related to your question by Lillian Smith, who was a social critic and feminist, and I actually wrote it down because I thought it would unpack maybe something, and it has to do with what you're saying about how we absorb civilization or culture, right, or information. And she said, what Freud mistook as women's lack of civilization is just women's lack of loyalty to civilization. And so I think finding structures outside of what's been handed down through the habits of who writes history is a huge part for me of becoming an artist, and probably many of us here, and how to push back against what's been, or invent new containers. And so it was the case that for me, those containers of telling, as like Ursula Le Guin calls them, the carrier bag theory of fiction, where it's a form that's not about the linear forward-moving arrow, but what are the other ways to arrange facts or myth or whatever it is adjacent to one another. So it felt natural to me, having an allergy of sorts to some of the big melodramatic features that I had been exposed to, like what are some other options? And so I gravitated to alternate forms. In the beginning, not, because I was like, this is anti-civilization, but I came to learn it sort of was about how to, not anti-civilization, but how to rewrite and write a new civilization, I guess, which I think never ends. We're all, tasked with continuing to rewrite what cinema is. Mais dans Wever aussi, il me semble que vous mentionnez une citation de Divine Horseman, le film de Maya Deren, où elle disait « J'en suis venue à penser que si l'histoire était consignée par les vaincus plutôt que par les vainqueurs, elle mettrait en lumière les moyens réels plutôt que théoriques d'exercer le pouvoir. » Et ça aussi, ça a à voir avec les raisons pour lesquelles peut-être on fait des films. Est-ce que vous voulez nous dire un mot, par exemple, de ce film Wever qu'on va voir tout à l'heure et de la façon dont vous l'avez pensé dans ce dialogue entre Barbara Hammer, Maya Deren et vous? I'll try, yes. So the film is a collaboration, a three-way collaboration. Barbara Hammer, who is an American filmmaker, had been commissioned or had received a commission, and with it, she had decided to finish 4 or 5 of her unfinished films,
one of which was a film she shot in Guatemala in 1975 that she'd never finished. She became quite sick and was unable to physically go finish those films or reshoot them. So instead, she asked myself and a number of other filmmakers, would you take up this baton of this film? And she gave each of us carte blanche to do what we liked. I could either use her, she had edited a film and then put it away for 50 years, 40 years. So it started from an invitation, and it was a somewhat intimidating invitation to me because I didn't know Barbara and she's such a powerful figure of queer feminist filmmaking in the US, and so I felt a bit nervous that I would disappoint her. I would make something, I'm like, how do you collaborate with someone who's like, here's everything I have, make something good with it, and so luckily to me, after we started having conversations, I just happened to pick up Maya Deren's book, Divine Horseman, for a reason I cannot remember, but it was after I'd already had 2 conversations with Barbara, which were recorded, and eventually parts of are in the film. And the book was Divine Horseman, which is about Maya Deren's trip to Haiti. She had a Guggenheim grant that she was going to go there to make a film. And she didn't make the film because she felt, as she says very beautifully, mastered by the material. And so she abandoned the film, and instead she wrote a book, and she became an initiate of the Vodun faith. So I guess in short, the words that Maya wrote in the introduction to her book spoke so evocatively and presciently to what Barbara was expressing about her failed film, also to a culture that was not her own, that I felt like it was Maya just lifting the burden of the stress I was feeling about just collaborating with this living artist who I admired. And then it became the 3 of us, and it went very fast. So I felt I didn't feel, they were speaking through me in a way, and it was a conversational process like one I've never quite had, not just with Barbara, who was still living at the time, but also with Maya Deren. That's sort of how it started. Est-ce qu'il y a des figures comme ça, à la fois de cinéastes, ou bien je pensais par exemple les figures de ces pionnières du féminisme. Moi, par exemple, je me suis rendu compte quand j'ai vu Le Voyage à Lyon la première fois que je connaissais pas Flora Tristan. Je connaissais à peine son nom, mais je savais pas ni qui elle était, ni l'importance de ses écrits. Et en fait, c'est par vos films que je l'ai connue. Et j'ai aussi le sentiment que d'une certaine manière, si le cinéma avait existé à ce moment-là, Flora Tristan aurait fait des films peut-être. Et du coup, je me demandais aussi, est-ce que peut-être pour vous, ces films-là, Le Voyage à Lyon, mais aussi Le siècle prochain nous appartiendra, est-ce que c'était une manière un petit peu de réparer l'histoire ou de refaire l'histoire? Enfin, comment vous êtes devenus obsédés par l'histoire de ces femmes et par la nécessité de raconter leur histoire? J'étais surtout obsédée par le marxisme traditionnel et contre. Je veux dire, longtemps je me considérais comme marxiste. Et après, j'ai pensé, il doit y avoir autre chose. Alors, je me suis politiquement mis vers les socialistes de l'utopie, surtout ici en France, parce que j'étais si francophile comme ce n'est pas possible. Comme j'ai déjà dit, nous étions tous, notre génération était extrêmement anti-US américain et francophile comme vous ne pouvez pas vous imaginer.
jusqu'au point où on ne fumait que des gitanes sans filtre et les Gaulois sans filtre buvaient du vin rouge jour et nuit et lisaient Sartre jour et nuit aussi. Et bien, mais je veux dire, alors j'ai étudié beaucoup les hommes socialistes de l'utopie, d'abord Charles Fourier et Saint-Simon, et plus tard, par un livre ici, dans un antiquaire, un livre très sale et très gros et très désordonné par Jules L. Pouech. Et il était mort depuis longtemps, mais il avait écrit un gros livre sur Flora Tristan dans les années 20, en français bien sûr. Il était historien avec un nom alsacien, Pouech. Les Allemands disent Puch, mais c'était Pouech. Alors par ça, comme dans un film, par ça, dans un antiquariat, j'ai découvert cette femme et j'ai été tout de suite, oui, obsédée par elle et en même temps extrêmement fascinée par le premier journal des femmes françaises qui s'appelait La Femme Libre en 1832. Et sur cela, j'ai traduit et édité un livre qui s'appelle Le siècle prochain nous appartiendra, parce qu'une d'elles disait ça en 1840. Et vous voyez où nous sommes maintenant. Et alors j'ai été fascinée par toute cette autre on ne peut même pas dire pré-marxisme, mais par toute cette autre idée politique utopique. Et ça me fascinait beaucoup plus que le marxisme classique, et je l'ai complètement quitté, et je m'en foutais totalement. Et je me suis mis dans cette histoire, mais en même temps, j'avais fait pas mal de films documentaires dans un style, disons, classique. Et je ne suis pas sortie, esthétiquement, je ne suis pas sortie de ces formes, disons, classiques. Et avec le film Le Voyage à Lyon, tout d'un coup, j'ai pris un autre chemin. J'ai pris un chemin d'écrire 12 pages d'un scénario qui n'était pas un scénario, sans dialogue et seulement avec la caractéristique des personnages, surtout de la femme protagoniste que j'ai découvert comme actrice et violiniste dans un théâtre ici à Paris, Rebecca Pauli, qui a une histoire personnelle aussi brisée, broken comme nous tous, la fille d'un père qui était juif allemand, qui a émigré, qui était musicologue, et d'une mère irlandaise protestante. Alors, elle a grandi aux États-Unis et aussi à Salzbourg, et c'est pour ça qu'elle a des accents très bizarres dans toutes les langues. Et ça me fascinait toujours, les accents dans les langues, et aussi des personnages un peu brisés, un peu pas de straightforward. Et alors, j'ai écrit au lieu d'écrire ce scénario que j'avais écrit avant sur l'histoire de Flora Tristan, des Saint-Saëns, de Prosper Enfantin, de toutes les collectives, les groupes qui s'appelaient familles, qui se bagarraient, bien sûr aussi. Et comme je n'ai pas reçu de l'argent pour cet film classiquement historique en costume, avec beaucoup de protagonistes, beaucoup de personnages qui coûtaient très cher, alors quand j'ai perdu l'argent pour le faire, j'ai dit « Ok, fini, basta, je fais le contraire ». J'écris 12 pages ou 15 pages. Je cherche une actrice qui, elle n'avait jamais joué dans un film. Et je cherche une équipe avec Hilde Sagel, une géniale caméra femme allemande, ouest-allemande, qui avait étudié la peinture avant de devenir camera woman ou chef de lumière. Alors j'ai cherché une équipe dont 2 personnages sont ici, que j'aime beaucoup. Et on a tourné ce film on ne peut pas dire improvisé, ce n'est absolument pas le mot, pas improvisé, mais dans des chemins de zigzaguer sur l'histoire et sur la ville de Lyon.
Et c'était une libération pour moi parce que je n'avais jamais adapté des formes très classiques, mais quand même, c'était une libération. Et après, je suis devenue plus personnelle, disons, plus private. Si on peut dire ça. Parce que nous, les Allemands, on ne dit pas l'intime et le politique, on dit de persönliche ist politisch. C'est un peu différent. Le personnel est politique ou le private est politique. Je n'aime pas l'expression l'intime est politique, je ne peux rien faire avec ça. Oui, moi je veux dire, effectivement, les figures du féminisme, pour moi, c'était Flora Tristan, Louise Michel, mais aussi Rosa Luxembourg, l'allemande. Voilà, c'est-à-dire que c'était pas des cinéastes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout ce travail qui a été fait depuis par les critiques, par les historiens sur le cinéma féminin, et on ne connaissait pas les pionnières du cinéma. On ne les connaissait pas. En revanche, moi, j'avais une culture très... Mon père était anarchiste. J'étais d'une famille très, très anarchiste. Et donc, tout ce qui était figure féminine anarchiste, je connaissais très bien. Et j'étais complètement fascinée par ces femmes. Et c'était tout à fait mon univers. C'était vraiment à elles que je pouvais m'identifier du côté du féminisme. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à la question sur les premiers gestes, je pense qu'effectivement, enfin pour moi en tout cas, ça a été plus facile, étant donné que j'avais fait aucune école aussi, et étant donné que je voulais quand même toujours aussi témoigner de quelque chose qui concernait mon origine populaire. D'ailleurs, j'avais absolument besoin de mélanger cette histoire de peuple, qui était l'histoire de ma famille, avec le cinéma. Et donc, les premiers films, pour moi, c'était évident que j'allais faire un film documentaire. Enfin, je veux dire, le documentaire me servait à ça. Il était à la fois une façon d'intervenir, d'avoir une action dans le milieu et dans la société, et en plus d'expérimenter des formes. Parce qu'il y a une chose quand même qui est extraordinaire avec le cinéma documentaire et dont on peut parler très longuement, c'est à quel point il permet d'expérimenter. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Alors là, tu vois, avec Voyage à Lyon, c'est vrai que tu as fait quelque chose qui est complètement de cet ordre-là en fiction, mais en fait, en documentaire, c'est quelque chose qu'on fait en permanence. Il n'y a pas deux films. On peut très bien, on peut changer, zigzaguer, comme tu dis, sans arrêt. Le documentaire permet ça, pour des raisons aussi économiques. C'est-à-dire qu'il y a moins d'enjeux économiques. Et par exemple, moi j'ai fait un film de fiction donc produit par Paul Vecchiali, qui est, comme tu l'as dit, La fille du magicien. Je me suis retrouvée avec un budget important, avec 50 personnes à diriger, et j'ai pas trouvé ça très très agréable, franchement. J'ai trouvé que c'est très angoissant pour moi. Enfin, pas tout le temps, bien sûr. Il y avait des moments absolument géniaux. Le fait, par exemple, de pouvoir monter une tour, filmer en haut d'une tour, faire des travelling, enfin tout ça, tout ce que permet la machinerie, par exemple, c'est quelque chose que j'ai adoré. Mais quand même, tout le temps avoir la responsabilité de tenir ce budget avec le directeur de prod qui surveille sans arrêt, c'était pas Vecchiali, hein, c'était le directeur de prod. Vecchiali m'avait dit, je te fais confiance, t'y vas, je sais que tu dépasseras pas, voilà. Bon, c'était un boulot de patron, quoi. Il fallait savoir être un patron. Et moi, ça m'intéressait pas du tout. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose... En tout cas, c'est mon expérience à moi. Hein. Je ne dis pas que la fiction, c'est obligatoirement ce type d'expérience. Mais moi, ça ne me correspondait pas, quoi. Voilà. Et pourtant, j'adorais les comédiens. J'adorais raconter des histoires. Et voilà, mais j'ai trouvé des moyens de raconter des histoires et d'avoir des personnages aussi dans le documentaire. Et peut-être Claire aussi sur la façon dont on trouve son endroit dans aussi une certaine économie et un certain rapport au temps aussi. Est-ce que tu peux réagir ? Oui. Moi, je crois, juste pour rebondir sur ce que vous dites, moi, les cinéastes femmes qui m'ont construite, c'est vraiment, je crois, Maya Deren avec Meshes of the Afternoon et puis sur la recherche sur Haïti, et aussi une autre cinéaste qui est Raymonde Carrasco,
et parce que ces deux femmes aussi accompagnent leur travail d'une écriture très tactile, enfin très presque grattée sur le papier, quoi, une recherche très très sensorielle, quoi, de qu'est-ce que c'est le langage cinématographique. Et moi, ce qui m'a énormément attirée chez ces deux femmes, c'est leur besoin ou leur envie que le son et l'image puissent s'attirer par d'autres moyens que le langage verbal, enfin que les mots. Et ça m'a tout de suite fascinée. Et parce que pour moi, c'est en tout cas ce qu'écrit Maya Deren dans Écrit sur le cinéma ou Raymond Carrasco dans Le portrait ovale, c'est pour moi l'essence du cinéma, et c'est très lié aussi avec leurs recherches, soit à Haïti, soit chez les Tarahumara pour Raymond Carrasco, c'est-à-dire d'aller rencontrer des gens qui ont une appréhension du monde qui est aussi différente de celle régie par le langage. Et ça m'a d'autant plus accompagnée que ensuite mon expérience de vie a fait que j'ai eu une enfant très malade, très différente, et que c'était impossible d'entrer en relation avec elle par le langage. Et du coup, cette rencontre entre ces deux cinéastes et ma fille, ça a radicalisé quelque part une écriture, c'est un grand mot parce que j'ai pas fait beaucoup de films, mais ça, un désir en tout cas d'aller à cet endroit-là, et pour essayer de comprendre comment entrer en lien avec ma fille, et d'où après un système de production très précaire aussi, parce que parce que entre l'expérimental et le documentaire, voilà. Enfin. En fait, moi, j'ai mis très longtemps avant de me rendre compte que je ne voyais que des films faits par des hommes. Je pense que pendant toutes mes études, je me suis pas trop posé la question. En fait, j'avais une telle soif de découvrir aussi le cinéma que je prenais tout. Et d'abord, j'aimais tout, et après, petit à petit, mon goût s'est affiné, et j'ai commencé à aimer plus certaines formes. Et enfin, je me souviens dans mes études, par exemple, il y a vraiment à l'USAS notamment, il y a 3 films qui m'ont énormément marqué. Il y a, et je pense que c'est pas les films les plus connus de ces cinéastes, mais il y a le film Fin de Péléchian, d'Est de Chantal Akerman. Et c'est pas un film précis, mais plutôt la filmographie de Bogdan Dvorsky. Et en fait, c'est après coup que j'ai conscientisé que ces films, justement, avaient un rapport au langage sans mots, en fait, non verbal. C'est vraiment porter un regard sur les corps, les gestes, capter des petits gestes un peu sur le vif, des visages, l'attente, la fatigue, l'impatience, et en fait j'ai compris aussi après coup que c'était des films qui étaient faits sans doute dans des économies très restreintes, peut-être un peu moins pour Bogdan Dvorsky que pour le film de Chantal Akerman et Péléchian, mais pour ce film-là, Fin. Et en fait ensuite je suis vraiment allée vers ces formes-là, je crois, dans les 3 films que j'ai fait, mon film de fin d'études et puis Slowhead, et ensuite Le passage du col, c'est un peu autre chose. Et en fait, entre Slowhead et Le passage du col, il y a la rencontre avec un collectif féministe, La Poudrière, à l'Etna. Et je pense que c'est vraiment là que je me suis... il y a eu une prise de conscience et la volonté d'aller chercher des femmes cinéastes, et ça a été un travail qu'on a fait aussi avec le collectif des cinéastes, mais aussi des écrivaines, des auteurs. Et en fait, je crois que je suis encore en train de me former et de découvrir sans cesse. Et on parle beaucoup d'Haïti aussi depuis tout à l'heure, et quand j'ai vu aussi qui on était ici, je me suis rendu compte qu'on était toutes des femmes blanches, et je me dis qu'il y a aussi un gros travail qui évidemment déjà largement commencé, mais aussi à faire pour découvrir ces cinémas-là aussi. Quand j'ai monté L'Homme Vertige de
Mallory Éloi Paisley, ça m'a ouvert une autre manière, en fait, même de faire du cinéma. Et voilà, donc en fait, je suis toujours en train de me former et d'apprendre. Et c'est vrai que la rencontre avec le collectif féministe, c'est ce qui m'a peut-être encouragée à être moins à distance et être moins dans une situation un peu d'observation anthropologique, comme je pouvais l'être dans mes 2 précédents films, et à faire ce geste qui était pour moi inenvisageable avant la rencontre avec ce collectif, de passer devant la caméra et de me mettre en scène. Peut-être parlons-en des collectifs, justement, parce que ils sont les collectifs de femmes militants, les collectifs militants de féministes, et aussi les collectifs de femmes cinéastes. C'est un moment très important, notamment au moment de la deuxième vague du féminisme dans les années 70, mais aussi aujourd'hui où on voit réémerger des collectifs de cinéastes féministes. Et peut-être on peut partir de cette expérience de la Poudrière pour voir aussi comment elle s'inscrit, enfin, dans quel héritage elle s'inscrivait, parce que des collectifs militants de vidéastes en France, il y en a eu un certain nombre, et ça a été des expériences importantes. Je crois qu'il y aura bientôt à la Cinémathèque du Doc une rétrospective, ou en tout cas une programmation consacrée au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Donc, qu'est-ce que c'était pour la Poudrière, qu'est-ce que c'était que cette histoire, et comment est-ce qu'en tant que collectif vous vous inscrivez dans cette histoire? Et puis après, j'aimerais bien demander aussi aux autres quelle a été votre expérience des collectifs de cinéastes, s'il y en a eu ou pas, ou voilà. J'en profite pour dire que le 27 juin, dans le cadre de cette programmation à la BPI, il y aura une présentation de notre collectif, La Poudrière. On montrera des images qu'on a faites ensemble. Et on discutera aussi de ce que, de ce que ça peut être un collectif féministe, et aussi les tensions qui peuvent le traverser. Donc la Poudrière, c'est créé au sein d'un labo de cinéma argentique. Et j'étais pas là au tout début, même si je suis arrivée assez vite, mais il y avait plusieurs choses. D'abord, le fait que le constat que la technique, parce que voilà, l'argentique, c'est des caméras, c'est des chimies, c'est une connaissance technique assez importante. Et cette partie-là, en fait, était majoritairement transmise par des hommes. Et il y avait... même si on est un labo en autogestion, on se finance nous-mêmes. Il y a une grande autonomie et il y a une structure horizontale, disons, mais on sait que dans toute structure horizontale, il y a forcément des prises de pouvoir informelles ou non dites, des rapports de force. Et du coup, il y avait l'idée de ce collectif, c'était aussi de se dire on peut entre femmes se transmettre la technique, et on a des compétences, on peut se le transmettre et tout ça. Et moi, je sais que je suis rentrée à l'ETNA dans ce labo parce qu'il y avait ce collectif, et qu'avant je m'autorisais pas, j'avais l'impression que je ne savais rien et que je ne pourrais pas comprendre en fait toutes ces choses. Et du coup, le collectif a été un peu la porte d'entrée pour moi là-dedans. Donc il y avait d'abord cette question-là de la technique, de s'en emparer et de se prendre confiance et de se sentir légitime. Il y avait aussi l'autre chose importante, c'était la question de la création en collectif. Et donc en fait, on est un collectif en non-mixité, donc politique, de par ce geste-là, mais on s'est pas constitué comme un collectif avec un but précis. Il y avait plutôt l'idée d'essayer de créer ensemble et de fabriquer des images, de se conscientiser aussi. Et en fait, je pense qu'on a retraversé un peu ce qui s'est passé pour les collectifs des années 70. C'est tout ce passage un peu par le côté groupe de parole, conscientisation et tout ça. Et on avait évidemment l'héritage des années 70 en tête. Il y avait aussi j'ai retrouvé des comptes rendus de 2016, parce que c'est l'année où s'est créé le collectif, où la question était posée de comment faire avec la fascination qu'on peut avoir pour les collectifs des années 70, comment dépasser ça. Donc il y avait cet héritage, l'envie de en même temps s'en emparer, une forme de rejet aussi, de dire on a envie d'inventer quelque chose
à travers un travail collectif. Et bon, voilà, peut-être à des moments, on aurait pu s'intéresser un peu plus aussi à ce qui avait été écrit, même si je pense que l'accessibilité n'est pas forcément évidente aux archives des féministes. Il y a un gros travail qui s'est fait ces dernières années, mais à l'époque, en 2016, ça passait plutôt par des brochures et voilà. Donc c'est parce que c'est un énorme enjeu dans les collectifs, comment on fait pour traverser des conflits, et je pense que dans les années 70, il y en a eu aussi énormément, et c'est aussi, je pense que la question qu'on se pose aussi aujourd'hui dans ce collectif, c'est d'une part, est-ce qu'on continue à exister ou pas, et comment on peut parler de nous publiquement, comment porter une parole commune, comment faire trace, comment laisser une archive de ce qu'on a vécu, et quand ce qu'on a vécu a été aussi traversé par certes par des créations dont on peut soit être fier, soit remettre en doute, soit pas assumer complètement, ça, c'est aussi le cas, mais traversé aussi par des conflits. Comment on fait pour faire archive avec ces conflits-là, en sortant des questions interpersonnelles pour pouvoir transmettre quelque chose. Voilà. Et pour vous toutes, est-ce qu'il y a aussi est-ce qu'il y a eu une expérience des collectifs de cinéastes ou des collectifs féministes ou une tentation? Comment vous vous reliez à cette histoire? Claudia, tu n'as jamais fait partie d'un collectif de cinéma? Beaucoup plus le désir de travailler en collectif que la pratique, pour dire la vérité. Parce que j'ai beaucoup d'expérience à l'intérieur des organisations ou des groupes, mais ce n'est pas la même chose qu'un collectif, comme par exemple le début de l'organisation autonome féministe à Francfort, à Main, à partir de 68 et 69. Et ça, c'était un groupe qui commençait à 10 personnes, et très tôt, ça s'est développé dans une organisation de 200 femmes. Mais ce n'est pas la même chose que travailler en collectif. Alors, j'avais toujours le désir de travailler en collectif, mais en vérité, j'ai envié, par exemple, le premier collectif à 3 femmes à San Francisco que je suis allée voir, parce que j'étais liée d'amitié avec le Newsreel New York et Newsreel San Francisco. Et alors, j'ai appris qu'elles avaient fait à 3 femmes sound, camera et director, editing, un film qui s'appelait The Woman's Film. Et ça, on doit imaginer ça aujourd'hui. C'était le seul et unique film qui existait à l'époque, en 1972, 72, qui était fait par 3 femmes. Aujourd'hui, on pense... c'est la folie. Mais ça existait pour la première fois que 3 femmes avaient fait un film documentaire à San Francisco avec des femmes de différents âges et de différentes classes sociales et de différentes races, noires et blanches et portoricaines, qui étaient faits par 3 femmes. Et c'était une sensation. Mais c'est très triste que c'était une sensation, parce que ça aurait dû se faire depuis 150 années, quoi. Mais c'était la première fois. Et alors, j'ai pris la copie dans l'avion, dans une très grande boîte avec moi, et je l'ai vendue à la télévision de Cologne pour 5000 D-mark. Et alors, les filles de San Francisco pensaient que j'étais le meilleur agent du monde, la meilleure agent du monde. Mais je n'étais pas du tout un bon agent, mais je leur ai donné cet argent qui était beaucoup à l'époque, et je l'ai montré dans notre premier festival international de films de femmes. Et là aussi, on montrait que des films des femmes réalisatrices sur les femmes. C'était une sensation qu'il y avait un film où 3 femmes seules, sans un homme, avaient fait son, caméra et montage et dirigé, direct. Et aujourd'hui, on pense, mais est-ce qu'elles étaient folles? Pourquoi on ne le faisait pas avant?
alors c'était un collectif, et chez nous aussi on a essayé de former des collectifs de cinéastes, mais très souvent ça s'est brisé dans les querelles politiques, dans les querelles personnelles, surtout quand on avait un enfant et les autres n'avaient pas d'enfant, alors on ne pouvait pas travailler le dimanche, alors on s'est querellé parce que les autres prenaient ça très mal, les femmes également, pas seulement les hommes. Alors beaucoup des collectifs embryonnaires se sont brisés à la réalité ou à des querelles totalement débiles de standpunkte, des points de vue politiques et des dogmes totalement idiots, oui, des problèmes idéologiques. Oui, je dois dire que j'ai eu à peu près cette expérience pour ce qui est des premières expériences féministes, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, contrairement à ce qui... Il y avait une espèce de choses dominantes qui traînaient comme ça, comme quoi les femmes étaient douces, comme quoi les... oui, comme quoi les femmes représentaient ce que les hommes n'étaient pas, c'est-à-dire elles étaient pacifistes, elles étaient maternelles, elles avaient dans la communication beaucoup plus d'ouverture. Bon, ça, j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout tous ces a priori et tout ça, parce que je pensais que c'était absolument pas possible, enfin, tout simplement, qu'on n'était pas... on pouvait pas être simplement ces images-là. Et l'expérience que j'ai eue de groupes féministes dont j'ai fait partie, ça a été d'une violence incroyable. Donc, personnellement, je n'ai pas donné suite à ce genre d'engagement, mais en revanche, j'ai eu une expérience... Enfin, je n'ai eu que, d'ailleurs, des expériences de collectif, mais où il y avait également des hommes. C'est-à-dire j'ai eu des expériences dans le théâtre, évidemment. On travaillait toujours collectivement, c'est-à-dire le travail de théâtre est un travail collectif. Et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était le travail qui consistait, par exemple, juste avant les représentations, pendant les répétitions, tout le monde mettait la main à la pâte. Moi, j'ai teint des costumes, j'ai fait la lumière, je faisais tout et tout le monde faisait tout. Et ça, j'adorais ça. Et ça, c'était une expérience de travail collectif très, très riche. Et après, j'ai eu la chance de créer avec d'autres, avec Yves de Peretti qui est là et d'autres, et Patrice Chagnard, l'association ADOC, qui a été une expérience de réflexion, là, cette fois-ci collective, absolument formidable, très, très riche, d'où est sorti, à mon avis, toute une pensée concernant le cinéma documentaire en France qui a vraiment ouvert des portes et des horizons et qui nous a beaucoup, beaucoup aidé à travailler et à progresser. Et puis ensuite, j'ai créé la CID aussi. Enfin, j'ai fait partie des personnes, des cinéastes qui ont créé la CID. Et là aussi, le travail collectif, il est là, il continue. Je veux dire, il n'est pas... Alors, avec tout le temps des... Moi, je crois beaucoup aux rapports de force. Je crois beaucoup aux tensions. Je crois beaucoup aux contradictions. Je pense que c'est de ça que naissent les oppositions, que naît la vitalité, qu'il y a quelque chose dans une société qui est vivant. À partir du moment où on veut tous viser la même sensibilité, moi, ça me terrorise. Je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une pensée unique, quoi. Et comme en ce moment, en plus, on nous balance de la pensée unique à longueur de médias, je suis encore plus qu'à l'âge de 20 ans convaincue qu'il faut refuser la pensée unique. Et, alors justement, ADOC ou la CID, par exemple, effectivement, c'est né d'initiatives collectives qui visaient aussi à défendre un certain type de cinéma contre les assauts de l'industrie. Oui, oui, ADOC, c'était vraiment la rencontre de gens qui expérimentaient une nouvelle façon de faire du cinéma documentaire en dehors de la télévision, complètement en dehors de la télévision, bien évidemment la plupart du temps avec très peu de moyens et en essayant de trouver des formes nouvelles. Je veux dire, c'est là que se sont vraiment forgées des sensibilités très, très différentes.
voilà, on avait comme, enfin, un des théoriciens de la doc, c'était Jean-Louis Comely, avec qui on réfléchissait beaucoup. On avait créé des ateliers de réflexion. Moi, je faisais partie d'un atelier de réflexion là où j'ai rencontré Patrice, d'ailleurs, qui était sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité dans le cinéma documentaire ? Est-ce qu'on peut parler de vérité ? Ou bien est-ce que c'est à travers le mensonge, à travers le jeu, qu'on va parler de vérité ? Enfin, c'était des choses très, très importantes de l'ordre de l'éthique. Et c'était absolument formidable parce qu'on sortait de l'isolement. On était tous quand même les uns, les unes comme les autres, isolés complètement. On n'avait plus envie, et on ne pouvait plus d'ailleurs travailler à la télévision, parce que la télévision était en train de se normer comme voilà ce qu'elle est devenue. Et on se disait, mais je suis folle, je suis fou, enfin, pourquoi je veux faire ça ? Je ne vais jamais y arriver. Et on s'est retrouvés là, et on s'est rendu compte qu'on avait tous le même désir. Et la même expérience. Et ça a été un moment vraiment formidable. Et la CID s'est créée. Moi, le film que j'avais réalisé de fiction, La fille du magicien, ne trouvait pas de distributeur. Or, c'était un film, il valait ce qu'il valait, mais enfin, il était bien, quoi. Mais il y avait des problèmes énormes concernant la diffusion des films d'auteurs, comme il y en a encore aujourd'hui, mais beaucoup moins quand même qu'à l'époque. Et donc, on s'est réunis avec d'autres réalisateurs et réalisatrices pour travailler ce terrain de la diffusion. Et ça a marché, quoi. Je veux dire, ça marche quand on... Et on était absolument en désaccord. Très souvent. Mais en même temps, il y avait une synergie quand même. On avait en commun l'amour de ce cinéma-là. L'amour de ce cinéma. Mais je voulais rebondir parce que, en fait, alors il se trouve que Claudia, vous avez écrit un texte sur les collectifs dans une revue féministe en 1976. Frauen und Film, donc une revue féministe allemande. Et en 1976, vous écrivez un texte, donc je vais quand même donner le titre parce qu'il est incroyable. Donc, en allemand, c'est, pardon pour ma prononciation, Maulwurf, Löwenzahn und Pusteblume, qu'on pourrait traduire approximativement par taupe, pissenlit et sarbacane, je pense. Et en fait, ce qui est intéressant, donc c'est un texte sur l'expérience des collectifs et comment tirer une leçon de cette utopie des collectifs et de leur mise à l'épreuve de la réalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit moins d'une démonstration argumentée de vos expériences ou bien de l'époque que d'une espèce d'inventaire fragmentaire, un peu comme des petits haïkus ou des petits poèmes qui sont autant d'évocations de formes du collectif. Et par exemple, dans ces formes du collectif auxquelles vous pensez, il y a les jeux d'enfants, les jeux que vous aviez avec vos frères et sœurs quand vous étiez enfants. Il y a les relations d'amitié. Et en fait, je trouve que tout à coup, quand on se met à penser le collectif comme ça, c'est plus seulement une agrégation d'adhésion idéologique ou de projet, mais c'est des sensibilités communes, et ça aussi, ça nous porte parfois aussi. Je pense que peut-être dans le cas de Claire, ça a été important peut-être dans l'écriture et la fabrication de Pénélope Mon Amour. Il faut dire que le titre a une certaine signification. Ça veut dire le Maulwurf, le Maul, la taupe, c'est l'animal, c'est moi. Enfin, sommes-nous les cinéastes et les féministes qui vivent sous la terre et qui font ce... et qui viennent à la lumière comme ça avec la petite main dans le... Et moi, il y avait un journal anglais très, très célèbre à l'époque qui s'appelait The Red Mole. Et ça n'existe plus, mais un journal politique, un magazine politique. Et bon, c'est la taupe qui travaille sous la terre, mais qui fait son chemin seul, mais qui... Et puis, le Löwenzahn, comment ça s'appelle la fleur qui devient la fleur qui devient qui se forme dans une autre forme, qui change dans une autre forme,
qui volent dans l'air. Et c'est ça qui est la signification qui change d'une forme à l'autre, comme nous le voulons tous, toutes. Et l'autre, je dois le dire quand même, que ça m'a tellement influencé, c'était Dr. Dolittle and His Animals. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, parce que c'est le Dr. Dolittle qui a beaucoup d'animaux. Et nous, en tant que frères et sœurs, on jouait chacune ou chacun à un autre animal de ce Dr. Dolittle, qui est un livre classique anglais, qui est très, très célèbre, mais il y a très, très longtemps. Et moi, j'étais le hibou. J'étais le hibou et je le suis toujours, quoi. C'est clair. Claire, tu veux réagir? Ouais, moi je fais pas partie de collectif, j'ai jamais fait partie de collectif féministe, mais j'ai créé une association et une école expérimentale pour les enfants autistes. Donc donc c'est complètement différent, mais en même temps il y a l'idée du collectif quand même, parce qu'il faut travailler à plusieurs et être plusieurs pour monter un projet. Mais je trouve que c'est une expérience très dure et pas du tout amicale. Parce que c'est vraiment se frotter avec les injonctions de l'institution et des financements publics et quelque chose de très carré. Mais en revanche, ce qui me porte beaucoup dans la réflexion autour du cinéma, c'est vraiment l'amitié et peut-être, c'est pas vraiment un collectif, mais c'est des personnes qui m'aident à penser. Et, bon, parce qu'hier, il y avait Carla Bottiglieri autour des communs. Et c'est une amie italienne qui, je sais pas, elle m'aide à penser comme d'autres amies, comme Silvia Federici aussi, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et c'est quelque chose comme ça. Carla, elle parle d'une préterre quand elle parle des communs. Donc c'est quelque chose, je sais pas moi, que je ressens très fort comme un besoin de partage, mais qui dès que j'ai le sentiment que dès que ça devient idéologique, ça peut être problématique, enfin en tout cas dans l'expérience que j'ai rencontrée. Et du coup voilà, c'est aller à cet endroit. En fait, c'est juste de partage, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé à fabriquer mon film, à le penser, à l'écrire, de partager des expériences communes avec des amis. Mais voilà, c'est pas la même chose. I haven't worked in a feminist collective in any formal sense of the word, but for me, the Commons as an idea has been super central to my practice because I've been teaching since 1998, and clearly the relationship when you're co-producing society in a classroom is very different if I'm the instructor and not. There's a different power dynamic, but it's something to aspire to, where we try to put away some of the expected power dynamics and think together through what it is the conversation we're having. So, but the other collective experiences I've had have been more in collective gardening and collective building projects for off-the-grid communities, and being in choir that some friends and I started. And so for me, communal and co-produced culture has always been really important, but it less specifically named feminist collective, I guess. But I'm a fan of feminist collectives. Vivre le feminist collective. I was going to say one other thing, but now I forget what it was. Did I write it down? I can't remember how. It was somehow related to theater. For me, I did theater as a young person, but not on stage. I was always on what they call an English stage crew. So you're in the wings, you're helping to produce what happens on the stage. And I think that's when I first became super philosophically and politically and conceptually interested in where's the line between index and fiction? Where's the line between
living, like when do I stop and a character start? And I think I'm bringing this up because I feel like it's related to my interest in other forms of telling. If we can try to understand the edge of something, if there is an edge, often there's not, or just the liminal zone between something invented and something that comes, I would say, as Trinh Minh Ha describes it, from the inside out, as opposed to a more documentary tradition, which comes from, I think, an outside in creative trajectory. This is a really productive place, and often a collective place to be envisioning. So. Je me rends compte qu'on approche de 8 heures et qu'on a encore entendu personne dans la salle, donc peut-être qu'il est temps de, même si vous y étiez invité dès le départ, mais vous avez peut-être des choses à dire, à exprimer ou des questions. Sinon, je vais être obligée de reparler d'intime. Ah, il y a une question devant. Tu es sauvée. Bonsoir, madame. Et merci pour le travail que vous faites et vous avez fait, que vous allez continuer à faire. Alors moi, ça m'a interpellé ce que vous avez dit par rapport au rapport de force tout à l'heure. Ça m'a fait tilt. Et du fait que vous avez dit on a besoin de rapport de force. Et ben là, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'on a besoin de conflit, de ne pas être d'accord, tout en se respectant, en fait. Donc, on peut se servir de ce conflit pour créer, et pour imaginer d'autres formes aussi de collaboration, mais je ne pense pas que ça passe par le rapport de force. Ou peut-être que ce n'était pas le mot juste, je ne sais pas, hein, mais ça m'a un peu fait tilter. Et je pense que cette réflexion-là, on pourrait la porter aussi sur la manière dont on peut gérer les équipes, dans les grandes équipes, avec beaucoup de moyens. Je pense qu'il y a une réflexion à faire là aussi. On n'a pas besoin de se maltraiter, de rabaisser les autres, de remettre les gens à leur place. On peut travailler dans le respect. Bon, c'est utopique. Hein. Là, je viens un peu dans le champ de l'utopie. Mais pour autant, je ne pense pas qu'on a besoin de rapport de force. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez ou ce que les autres pensent. Non, je pense que j'ai mal exprimé ma pensée. Je voulais dire davantage qu'il faut reconnaître les rapports de force. Il ne faut pas les nier. C'était ça. Excusez-moi parce que je l'ai mal formulé. C'est vraiment le fond de ma pensée, c'est ça. Je pense qu'on ne peut pas nier qu'il y a des rapports de force, que ce soit entre les sexes, que ce soit entre les classes, que ce soit entre les différentes ethnies. Voilà. Et c'est contre ce déni-là que je m'élève le plus. Voilà. Sinon, je suis d'accord avec vous que les conflits sont productifs, alors que les rapports de force, pas du tout. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors peut-être, moi, je vais vous embêter, Claudia, mais du coup, je veux quand même revenir à cette histoire de ce mot d'intime qui ne vous intéresse pas. Mais parce que je voudrais qu'on arrive à une chose, parce qu'effectivement, je pense que c'est pas seulement une différence de traduction ou de ce qu'on dit en allemand ou en français, mais c'est aussi peut-être que ce mot d'intime, il englobe un risque qui est celui de l'essentialisme, comme si en fait les femmes cinéastes souvent faisaient des films qui adressaient plus la question de l'intimité, du corps, des relations humaines, des sentiments, et qu'il y a une sorte de danger comme ça à vouloir essentialiser les choses, et que c'est peut-être à cet endroit-là que ce mot il vous gêne. Mais j'avais envie quand même de vous demander, parce que par exemple, quand Marie fait le passage du col, où elle met en scène son propre corps, et même dans sa nudité la plus totale, il y a aussi une forme de danger, et il ne s'agit pas du tout d'exposer son corps pour le plaisir de l'exposer, mais il s'agit aussi de le mettre en jeu dans une démarche qui est éminemment politique. Donc je voulais un peu qu'on parle de cette façon dont vous mettez en scène, ou dont vous intervenez vous-même dans vos films, ce qui a été le cas aussi pour vous. Est-ce que Marie, tu veux commencer ?
Oui, dans le film de Claire, Pénélope, mon amour, il y a une phrase qui a vraiment résonné en moi, c'est quand tu dis que la caméra est comme un bouclier. En fait, pour moi, le passage du col, voilà, j'ai fait ce film parce que pour des tas de raisons, il y a une des raisons, c'est une raison pédagogique, en effet, de dire... de montrer à quoi ressemble l'intérieur d'un... Enfin, qu'est-ce qu'il y a au bout d'un vagin, le col de l'utérus, à quoi ça ressemble. Il y avait l'idée de montrer un rendez-vous avec une sage-femme qui fait une consultation de gynécologie classique. Ça n'a pas à voir avec la maternité, mais avec la contraception, et c'est possible et on ne le sait pas assez. Il y avait l'idée de montrer un rendez-vous qui se passe bien, parce que cette sage-femme a une éthique que je n'avais pas rencontrée avant avec d'autres praticiens, et donc j'avais envie de dire que c'était possible, qu'on pouvait avoir prise sur un rendez-vous médical. Enfin, voilà, il y avait tout ça qui est peut-être plutôt au niveau un peu de la transmission et de la pédagogie, mais il y avait aussi l'idée de vraiment faire cette bascule où je regarde mon sexe à travers la caméra et c'est quelqu'un d'autre qui filme, évidemment. Enfin, évidemment, ça serait peut-être possible de faire autrement, mais j'ai pas tenté ça. Mais il y avait cette histoire de renversement de regard et de mettre en scène dans le film le fait que la personne qui est filmée est la personne qui décide de comment elle est filmée. Et en fait, je reviens à l'idée du bouclier parce que pour moi, je me suis... en fait, je ne me suis pas sentie vulnérable comme j'ai pu me sentir vulnérable avant dans des consultations de gynécologiques lors du tournage. Au contraire, il y avait 5 personnes autour de moi, 3 chefs opératrices, une ingé-son et la sage-femme. Et en fait, on formait un corps qui se soutenait. Et j'ai pu peut-être aussi me regarder et proposer cette image-là qui est aussi, je pense, une image manquante, même si elle a été faite et les féministes des années 70 ont produit des images en fait de consultation gynéco et de col de l'utérus, et voilà. Mais c'est des images qui nous ont très peu été transmises, donc pour moi c'était une image manquante en tout cas. Et j'ai pu le faire vraiment en prenant la caméra, voilà, comme un bouclier. En effet, c'est une exposition qui est complètement maîtrisée. Enfin, disons que ce geste-là est fait dans un cadre très protecteur, en fait. En tout cas, le mot intime, c'est vrai que peut-être que pour chacun, il revêt des aspects différents. Mais pour moi, en vous écoutant là, j'ai l'impression qu'il est lié à l'idée de la déconstruction. En tout cas, dans mon expérience autour de mon film. C'est-à-dire que ce qui m'a questionnée, et j'ai dû aller à un endroit vraiment donc d'intimité fort, c'est... comment se fait-il que je ne suis pas capable d'accepter un être totalement différent de moi ? Parce que je ressens bien cette incapacité, cette fascination et en même temps cet endroit d'incapacité. Et du coup, aller filmer l'espèce de descente d'escalier de mon propre psychisme qui va interroger ça, pour moi, c'était un travail de déconstruction possible, mais qui m'incombe en fait, et que le film appelait sur la table de montage. En fait, c'est comme si le film clignotait pour me dire vas-y va chercher à l'intérieur de toi pour voir si cette expérience elle est partageable et voilà. Et sur l'idée du bouclier. Moi, je crois que quand j'ai appris que ma fille était très malade et tout ça, finalement, j'ai toujours filmé, mais j'ai jamais eu le sentiment que je faisais du cinéma parce que j'avais l'impression d'être éloignée du cinéma, que ma vie était rendue à autre chose. Et alors qu'en fait, finalement, je filmais. Et c'est... En fait, la caméra, elle m'a vraiment... permis d'accepter ce que je vivais parce qu'elle crée une distance, donc vraiment cette idée du bouclier, et en même temps elle permettait une vie plus théâtrale justement parce que je me mettais en scène, du coup j'étais plus victime parce que la société
nous renvoie vraiment à... Quand on est une mère qui a une expérience comme ça de vie, on vous renvoie vraiment d'abord à des notions de culpabilité hyper fortes. C'est un peu toujours la faute de la mère, quoi. Et là, le fait de mettre une caméra, par exemple, juste pour appeler des médecins, je mettais une caméra, je mettais rec comme ça, et j'appelais des médecins. Et en fait, ça crée une distanciation qui était hyper salvatrice. Et en fait, même j'y prenais goût, et du coup, je jouais à ma condition d'être, et c'était salvateur, quoi. C'était... ouais. Oui, c'est peut-être mal entendu parce que dans les deux langues différentes, et je veux dire, c'était un slogan dans la gauche ouest allemande, das Persönliche ist politisch, et c'était beaucoup mal utilisé. C'était mal utilisé par les hommes ou par les personnes mâles qui ont dit si je parle de mon orgasme, c'est quelque chose de politique. Et comme je détestais cet homme qui avait dit ça parce qu'il était un idiot total, bon, il est déjà mort alors. Mais qu'il avait fait beaucoup du mal après, politiquement. Ce slogan qui courait dans la gauche, je n'aimais pas du tout ça. Mais, en fin de compte, le mouvement de femmes, pour moi, était une révélation incroyable de pas seulement lutter contre les lois d'avortement, mais on luttait parce que c'est trop étroit, c'est toujours trop étroit, mais on luttait pour connaître nos corps, pour connaître notre sexualité, nos orgasmes à nous, et de connaître aussi de prendre son corps et de prendre ses enfants aussi plus au sérieux qu'avant, et de s'occuper de soi-même, et pas seulement des ouvriers, des ouvrières, des femmes au Vietnam, des opprimés du monde entier, mais de s'occuper de soi-même, mais dans un sens pas égomaniaque ou pas autiste ou je ne sais pas quoi, mais dans un sens vrai et dans un sens absolument libérateur, je trouve. Et pour moi aussi, j'ai fait ces films et j'y tiens beaucoup, j'aime beaucoup ces films, mais un beau jour, je me suis demandé, ok, et moi, est-ce que je ne suis pas opprimée moi aussi? Est-ce que je suis privilégiée, je suis blanche, je suis d'une certaine classe? Ok, bien sûr, je ne suis pas si opprimée que d'autres hommes et femmes et enfants, mais je me suis dit tout simplement, bon, je peux retourner à mon passé à moi et je peux décrire 3 femmes réalisatrices, bien sûr, blanches et privilégiées, mais qui ont 4 enfants et 4 filles et qui parlent de leurs films et de leurs enfants. Enfin, c'était une libération pour moi de faire un autre chemin en zigzag, tout en étant totalement d'accord avec mes films ouvertement politiques sur les femmes au Vietnam ou les travailleurs, les ouvrières dans la métallurgie. Mais revenir à soi-même, sans narcissisme et tout cela, c'était une extrême libération pour moi. Et il y avait par exemple un séminaire qu'avait donné Alfred Guzzetti, c'est un US-américain, un cinéaste US-américain qui a enseigné à Harvard. Et lui, il avait fait un séminaire qui s'appelait The Eye in the Cinema. Eye, moi, pas l'œil. Et c'était évident et c'était naïf de ma part de trouver ça nouveau. C'était une révélation parce qu'il m'a invité, parce qu'il trouvait que j'appartenais à ce séminaire avec mes films sur ma mère et sur mon village en Thuringe. Et c'était
pas du tout évident, mais il y a 30 ans ou 40 ans, le metteur en scène ou la réalisatrice ne se mettait pas personnellement dans ses films et ne se promenait pas dans ces films documentaires comme personne, parce qu'on pensait je ne suis pas importante, toujours les autres sont plus importants que moi. Et c'était pour moi une révélation très, très positive, ce séminaire, sans oublier que nous sommes privilégiés et qu'on a d'autres problèmes que les opprimés des autres pays, quoi. D'ailleurs, aussi une chose, moi qui m'a frappée dans Nuit claire, ce film que tu réalises avec en invitant 2 autres amies réalisatrices qui sont aussi 2 mères, c'est que ça crée vraiment une rupture avec aussi toute cette mythologisation de la femme, par exemple Ulrike Meinhof, de la femme révolutionnaire qui, parce qu'elle s'engage dans l'action révolutionnaire, abandonne sa famille. Et que toi, tu montres au contraire qu'on peut être cinéaste et mère, et qu'on peut aussi être féministe et faire des films et avoir une famille. Il y a cette dimension-là aussi qui est libératrice, en fait, dans ce film-là. Et dans les suivants, où toute ton histoire familiale croise aussi l'histoire allemande. Hein, Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions, parce qu'on s'approche, je pense, de la fin de cette séance. Merci beaucoup pour vos interventions. Comme ça a été évoqué plusieurs fois, effectivement, vous êtes un panel de réalisatrices toutes blanches. C'est des questions qui aujourd'hui sont visibles, qu'on pose sur la table peut-être plus ces derniers temps, notamment dans un endroit comme le cinéma du réel. Alors j'aurais une question à vous toutes. Est-ce que vous auriez pensé à une cinéaste que vous auriez voulu avoir avec vous aujourd'hui pour discuter à vos côtés dans ce panel? Merci beaucoup. Voilà. À moi? Je crois que la question vous est adressée à vous. I can name so many. Sarah Madalor, Farooq Farrokhzad, Jocelyn Saab. I would love. I won't take the panel over, but I feel like if it's carte blanche, yeah. Who else? Larissa Shepitko, maybe. Mais alors des cinéastes vivantes, parce qu'on peut parler aussi avec les morts. Mais dans ce cas-là, on fait une séance de spiritisme. Mais en fait aussi la difficulté, par exemple, bon, pour moi, qui par ailleurs ne suis pas responsable du choix de ce panel, mais je pense que aussi il s'agissait, en fait, c'est une invitation que idéalement il faudrait étendre à beaucoup plus de cinéastes. Et il faudrait presque organiser des états généraux du cinéma féministe, vous voyez, pour inviter beaucoup plus de femmes, et pas seulement de femmes d'ailleurs, peut-être aussi de cinéastes trans à venir prendre la parole et échanger sur leurs pratiques respectives et ce que chacune identifie comme étant des enjeux contemporains, des difficultés aussi. Enfin voilà, on pourrait aller beaucoup plus loin. Donc je ne sais pas si... Par contre, moi, ça me fait penser à une question sur... parce que je crois que l'autre jour, Claudia expliquait qu'elle a organisé ce festival de films de femmes en 1973 à Berlin et que l'année dernière, un groupe de jeunes féministes a organisé un festival à Berlin de films de femmes en écho à celui qui avait eu lieu 50 ans auparavant. Et donc, peut-être aussi, il y aurait la question, il y aurait l'importance des gestes de programmation, c'est-à-dire quels films elles ont montrés, de quels cinéastes, et peut-être que là, elles prenaient en compte aussi une autre définition du féminisme qui serait peut-être pas celle des années 70, quoi.
C'était tout à fait, c'était basé sur notre idée de Helge Sander et moi il y a 50 ans après, mais c'était, et on a beaucoup discuté, mais c'était heureusement tout à fait différent, divers, prenez des films queer, des films des gens noirs, des femmes, des films d'autres, avec toute la diversité, diversity du féminisme aujourd'hui. Et c'était fantastique, c'était très très bien. Le groupe s'appelle Feminist Elsewhere, not elsewhere, Feminist Elsewhere. Ils avaient, oui, elles ont complètement changé le thème à raison que nous avions de montrer des films de quelques femmes italiennes, quelques réalisatrices italiennes, françaises, norvégiennes ou américaines, et qui étaient divers aussi à l'époque. Mais ouais, juste pour pas esquiver la question, j'ai beaucoup apprécié discuter avec vous. J'aurais aussi aimé pouvoir parler, par exemple, avec deux réalisatrices qui sont invitées au festival. Cette année, il y a Kumiana Novakova qui a fait ce film hyper fort et qui est là dans la salle, Silence of Reason, qui est un film indispensable en fait. Il y a aussi Mallory Eloi Pesley, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vient de Guadeloupe et qui était la première Guadeloupéenne à avoir un film à la Berlinale cette année. Voilà, pour n'en citer que deux qui étaient présentes là. Et puis sinon, il y en a beaucoup d'autres. Je pense aussi à Amandine Gay, par exemple, qui a un rapport aussi au financement de son cinéma dont il faut parler, je pense, voilà, avec les problématiques qu'elle a rencontrées. Moi aussi, je ne veux pas esquiver la question. Et je pense à une cinéaste indienne qui s'appelle Jesal Kapadia et qui filme des femmes en Inde qui luttent. C'est une sorte de... hérité un peu de l'esprit de non-violence de Gandhi. Et en fait, elles se mettent, comme en Inde, les luttes sont très réprimées, elles se mettent en groupe et elles s'agglutinent et elles avancent vers, je ne sais pas, par exemple, un patron d'usine envers lequel elles réclament des... Et en fait, elles avancent tout doucement, en silence. Et c'est une amie qui fait des films autour de ces luttes. Et voilà, et qui autofinance ses films et qui est dans une démarche hyper politique et singulière. Et voilà, je pense à elle. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah, je vois une main qui se lève tout là-haut. Il va falloir faire tout le tour. Merci, je n'ai pas pu être présente. Enfin, je reviens sur le mot d'intime. Est-ce qu'il faut faire une distinction entre l'intime et le privé, d'après vous? Et le personnel. Est-ce qu'il y a une différence à faire entre l'intime et le privé? Dans le langage allemand, est-ce qu'il y a des Allemands dans la salle? C'est autre chose. Intime et personnel, ce sont deux choses différentes. Intime s'applique seulement sur... La vie intime et la vie privée, est-ce que ce sont deux choses distinctes, en fait, pour vous? Ou pour qui veut bien je parle mieux l'allemand que le français. Pour les Allemandes, intime, ça a à voir directement avec la sexualité et non pas avec le privé. Tandis que privé, c'est autre chose. Alors l'intime et politique, pour moi, ça a un goût bizarre.
Mais vous pourriez le dire, ça. Et vous trouvez Pour pas moi, c'est très bizarre. que l'étrangeté commence déjà là? C'est merveilleux. C'est-à-dire que la langue est déjà une autre. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et je pense effectivement qu'il y a des tas de réponses possibles sur cette question en fonction des langues, des cultures, des ethnies, voilà. Je pense qu'on ne peut pas répondre une seule chose. Il faut aussi dire, mais j'ai l'air peut-être idiote, mais il faut aussi dire que pour les jeunes femmes ici ou jeunes hommes, que la réalisatrice ou le réalisateur se promène à l'intérieur de son film, c'était tout à fait nouveau, ce n'était pas du tout, et c'était dans la gauche, dans le mouvement de la gauche, très très mal vu, c'était pas évident, c'était quelque chose de privé, c'était pas un bon film, c'était pas un bon documentaire, c'était pas un bon film politique. Si cette personne qui avait fait le film se promenait partout dans le film et était montrée dans le film, c'était très mal vu, c'était même discriminé, ça ne se faisait pas. Dans la bonne vieille gauche, la réalisatrice ou le réalisateur se mettait dehors, totalement dehors, et décrivait la classe ouvrière et les mineurs et les mineuses et je ne sais pas qui, mais pas soi-même. C'était aussi dans le mouvement des femmes, c'était pendant très très longtemps, au début des années 70, c'était extrêmement mal vu et on n'était plus pris au sérieux. C'était la contradiction secondaire, c'était le mouvement des femmes, c'était la scission, de faire la scission dans la classe ouvrière, c'était rien, on n'était plus rien, on n'était plus pris au sérieux. C'était une chose privée de se rencontrer avec d'autres femmes et lutter contre les lois contre l'avortement. C'était pas politique, entre guillemets, c'était rien, c'était discriminé très 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 longtemps, et même maintenant. Maintenant, un peu moins. Ah, et une dernière question, alors? Moi, je voudrais juste réagir à cette question de l'intime, du public et du privé. Enfin, la notion de privé, je crois, est quelque chose que le mouvement féministe, queer et autres nous ont appris à, d'une certaine manière, vouloir faire exploser. Le privé, c'est ce qui s'oppose au public. Si on veut élargir le public, sans doute, il faut s'interroger à ce qui crée dans nos sociétés, en plus capitalistes, etc., modernistes, la notion de privé. Et inversement, c'est vrai qu'on parle en français d'intime, en anglais de personal, persönlich en allemand. Sans doute, c'est plus quelque chose qui est à revendiquer qu'effectivement, ces notions-là sont politiques. Mais enfin, en tout cas, j'ai l'impression que les mouvements féministes et queer ont toujours voulu mettre le doigt sur le fait que le privé est une notion problématique derrière laquelle se cache beaucoup de violence. C'est vrai, mais j'ai l'impression que du coup on arrive sur des questions où on va refaire la journée d'hier autour des communs et ça m'angoisse beaucoup de retomber dans ça. J'ai l'impression d'avoir passé 6 heures à parler de ça hier. Donc, peut-être qu'on peut s'arrêter là. Enfin, sans vouloir, s'il y a encore une intervention, vous manifestez-vous. Eh ben, du coup, peut-être il me reste juste à vous remercier toutes très très chaleureusement. Et puis, et donc on se retrouve pour la projection des films de Deborah Stratman juste après une courte pause. Et puis demain aussi pour voir le film de Claudine ici au Cinéma du Réel. Bonne soirée.